Merci. Je vous propose donc d'enchaîner. Alors, professeur Aubry, vous êtes président du comité éthique de la Fédération hospitalière de France. Vous êtes également membre du Conseil consultatif national d'éthique. Et nous avons souhaité que vous soyez d'ailleurs le grand témoin de cette journée, puisque nous souhaitons que l'éthique soit véritablement un soubassement à toutes nos réflexions, à toutes nos actions. Et j'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci à la FHF de mettre en avant, à l'occasion de cette journée, l'importance qu'a, et de mon point de vue, j'essaierai de vous le démontrer, la réflexion éthique dans le champ de la santé, et particulièrement dans la réflexion sur l'avenir de notre système de santé et de son organisation. Je vais, pendant un quart d'heure environ, vous tenter de vous exposer les fondements de cette réflexion que nous menons et que nous allons continuer à mener au sein du comité d'éthique de la FHF. Je voudrais aussi illustrer la réflexion que je vais avoir avec vous par un travail que nous venons de publier au Comité consultatif national d'éthique qui interroge les fondements éthiques de notre politique d'accompagnement du vieillissement. Alors, le préambule ou le préalable à toute réflexion, c'est de poser quelques constats, en sachant que j'ai bien compris que vous réfléchissiez aujourd'hui à la notion de valeur. L'éthique, je vous le précise tout de suite, ne renvoie pas exclusivement à la notion de valeur. Vous l'avez dit, mesdames, en introduisant cette journée, les valeurs sont marquées par la subjectivité, mais l'éthique, telle que je l'aperçois, est quand même une invitation à accepter la confrontation à la question des limites. Les limites du savoir, les limites de la vie, les limites du sens, j'y reviendrai. Nous contribuons paradoxalement parfois à fabriquer du non-sens. Et puis, face à la question de la confrontation à ces limites, si nous abordons cette question des limites, eh bien, c'est comme cela que nous pouvons aller en direction d'avancées ou de progrès dans le champ de la santé. Parce que notre système de santé, je vais ouvrir je veux dire des banalités pour commencer, mais notre système de santé a été marqué ces dernières décennies par des avancées totalement inédites. Enfin, je pense que nous ne nous en rendons pas tant compte que cela parce que nous sommes dedans, mais en quelques décennies, nous avons beaucoup plus progressé dans le domaine de la santé que nous l'avions fait en 2000 ans. Mais le paradoxe de ce constat, c'est que une des conséquences impensées des progrès dans le champ de la santé, c'est que ce système de santé, nos politiques de santé peuvent entraîner une dimension que je qualifierais d'impensée. Nous n'avons pas, tant que cela, anticipé que les progrès de la médecine généreraient autre chose que la possibilité de guérir des maladies. Nous n'avons pas, autant que cela, pensé la question de la chronicisation possible des maladies. Et j'y viendrai tout à l'heure parce que parler de chronicisation, c'est parler de pouvoir vivre et être inséré dans une société avec une altération de ses capacités physiques ou psychiques. Nous n'avions pas pensé ces progrès de notre système de santé généreraient quelque chose qui, à mon avis, va interpeller la médecine de demain et la formation des acteurs de santé de demain, c'est que notre système contribue à générer des situations de vie possible avec plusieurs maladies synchrones. L'avenir de la médecine, en particulier, sera marqué par la capacité à gérer concomitamment des situations qui mêlent plusieurs pathologies synchrones, plusieurs sources de handicap. Et je ne pense pas que nous ayons pensé à accompagner cet effet collatéral du progrès de la médecine. De la même manière, force est de constater, et je vais y venir tout à l'heure dans mon propos en me référant à l'avis récent du Comité consultatif national d'éthique que j'ai eu la chance de coordonner, l'avis 128,
nous n'avions pas tant que cela, il y a 20 ou 30 ans, pensé aux conséquences ou aux corollaires du vieillissement de notre population. Je pense, en vous disant cela, à l'augmentation presque asymptotique des questions relatives à la perte de l'indépendance et des questions relatives à la perte de l'autonomie. Quand je parle de perte d'autonomie, j'entends l'autonomie psychique essentiellement. Donc, et ceci peut apparaître paradoxal, mais le progrès dans le domaine de la santé s'accompagne de l'augmentation sans précédent. Alors, ne prenez pas mon propos quand même au pied de la lettre. Hein. Je ne suis pas anti-progrès dans ma façon de vous parler. Mais je remarque tout de même que nos activités vont se concentrer sur une des conséquences impensées que j'énonçais tout à l'heure. Le progrès dans le domaine de la santé s'accompagne d'une augmentation sans précédent du nombre de situations de personnes vulnérabilisées du fait ou grâce à la médecine, au progrès de la santé. Et ceci, si on y réfléchit bien, fait émerger des questions qui sont peut-être des questions de nature philosophique, mais que je sache, on peut exercer un métier dans le champ de la santé et avoir une réflexion philosophique. Je pense même que nous sommes appelés à faire converger ces deux réflexions. Puisque cette vulnérabilisation à laquelle nous concourons parfois génère des questions. Je le vois au quotidien, je me suis longtemps occupé dans ma pratique clinique de soins palliatifs, je m'occupe beaucoup maintenant de gériatrie, je le disais tout à l'heure, j'essaie de faire émerger le concept d'autonomie dans le champ de la santé au sein du pôle que je coordonne. Et en effet, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que vivre lorsque la vie est éventuellement n'est que souffrance ? Nous générons la possibilité de maintenir en vie et en souffrance. Qu'est-ce que la vie dans notre société, j'y reviendrai, lorsque l'on perd son autonomie ? Qu'est-ce que la vie dans notre société lorsque, du fait de la médecine, on n'a plus conscience de soi ? Je fais référence en vous disant cela à une affaire qui m'a pas mal mobilisé en termes d'expertise, c'est l'affaire Vincent Lambert. Et j'ai, au titre de l'équipe de recherche que je dirige, travaillé sur les 1500 personnes en France en état végétatif chronique, qui sont pour moi l'incarnation du questionnement éthique et du questionnement sur qu'est-ce qu'un système de santé qui génère de telles questions auxquelles nul ne peut répondre. Mais quand je dis qu'est-ce que vivre lorsqu'on n'a plus conscience de soi, j'ai conscience, moi, quand je vous pose cette question, que je n'ai absolument pas la réponse à la question que je vous pose, mais qu'il est nécessaire de se poser cette question lorsqu'on est un acteur de santé. J'y reviendrai peut-être, mais le médecin de demain ou le professionnel de santé de demain devra avoir comme fil conducteur de son action médicale la question suivante: est-ce qu'au seul motif que je sais faire ce que j'ai appris à faire, je dois le faire, si le faire produit de la souffrance. Alors, je voulais peut-être insister aussi, quelqu'un me fascine parce que si je parle trop longtemps, vous me le signifiez parce que j'ai peur parfois de me laisser emporter par le propos. Je voulais aussi vous dire que ces considérations que je viens de nommer, c'est-à-dire la poussée du questionnement éthique dans le système de santé, croisent deux notions, dont une que nous aborderons cet après-midi, si j'ai bien compris, croise un contexte qui est, à mon avis, éminemment courant pour chacun d'entre nous, c'est le contexte des contraintes économiques. Mais je vais aller même plus loin, contraintes économiques et dans un contexte de mondialisation, une tendance à nos sociétés à valoriser, voire à survaloriser l'action, la performance, la jeunesse, la rentabilité, etc. Tout ceci, regardé au plan philosophique, peut générer beaucoup de souffrance, j'y viendrai tout à l'heure. Le deuxième corollaire, ou le deuxième élément qui vient rencontrer ces poussées du questionnement éthique, est une autre poussée, si je peux dire les choses comme ça, c'est celle du mouvement des droits des personnes malades. Nous avons aujourd'hui une revendication légitime, me semble-t-il, de plus en plus forte, autour de l'autonomie de la personne atteinte d'une maladie grave ou pas grave d'ailleurs. Mais voyez bien que
notre société génère une revendication très forte autour de l'autonomie et notre système de santé concourt parfois à générer des situations où la perte de l'autonomie est très importante. Et à la croisée de ces questions-là, il y a, à mon avis, à réfléchir au sens du système de santé. Donc on discutera, je pense, cet après-midi, à l'occasion d'une table ronde, si j'ai bien compris, sur l'économie, sur ces questions de contrainte des questions économiques et du système de santé. J'y reviendrai. J'aimerais, là, assez rapidement, et à titre d'illustration, essayer de vous penser, comme vous me l'avez demandé, la nécessité d'avoir un soubassement éthique à nos politiques de santé. Je prends l'exemple, puisque j'ai eu la chance de le porter, comme je vous le disais, de cet avis 128 du Comité consultatif national d'éthique qui portait sur les enjeux éthiques du vieillissement et qui, plus particulièrement, se penchait sur la question des EHPAD, non pas au travers du mouvement social qui a marqué les EHPAD, mais vraiment autour d'un questionnement qui était le suivant. Quel est le sens de la concentration des personnes âgées entre elles? Je sais que les mots ont pu choquer certains. Nous avons même parlé de ghettoisation des personnes âgées. Quel est le sens de la concentration des personnes âgées entre elles dans des établissements dits d'hébergement? Et quel levier, au terme de cette réflexion, pouvons-nous penser pour une société inclusive des personnes âgées? Nous sommes partis de la réflexion suivante, c'est que je pense que nous ne pouvons pas nous flageller et nous accuser de mauvaises intentions tout de même. Les EHPAD ou l'organisation de ces structures partent d'une volonté évidente d'assurer la sécurité des personnes les plus vulnérables. Je ne crois pas que ceci puisse être reproché à des décideurs. Nous avons dans nos sociétés la volonté de limiter les risques générés par la perte de l'indépendance et la perte de l'autonomie des personnes. Il n'en reste pas moins vrai, et des enquêtes viennent à l'appui de cela, d'une part, que la grande majorité des personnes qui sont aujourd'hui institutionnalisées ont exprimé préalablement le souhait de ne jamais l'être. Vous voyez déjà sur un plan éthique, qu'est-ce qu'un système qui contraint au motif de la sécurité des personnes? Est-ce que nous n'avons pas un système qui les prive de leur liberté? Il est facile de poser des questions, il est beaucoup plus difficile de les résoudre, hein, j'en suis conscient, mais je pense qu'une société qui ne se pose plus de questions court à la perte, hein, court à sa perte. Deuxième question, qu'est-ce qui justifie que non seulement les personnes qui sont institutionnalisées et qui n'ont pas souhaité l'être le soient et sont contraintes de payer pour être ce qu'elles n'ont pas souhaité être? Je ne sais pas si mon propos est clair, mais de fait, c'est une question qui se pose. Maintenant, si on regarde la réalité autour de tout cela, je ne veux pas vous assommer de chiffres parce que ce n'est pas le propos, mais nous avons été impressionnés au CCNE quand nous avons auditionné les psychiatres des personnes âgées ou les gens qui travaillent sur la psychogériatrie, qui nous ont révélé la réalité des taux de dépression dans ces structures. Près de 50% des personnes institutionnalisées ont des signes de dépression. La grande majorité de ces dépressions ne sont pas diagnostiquées, ne sont pas traitées. Et pire encore, ce qui nous a le plus impressionné, c'est l'analyse des suicides des personnes âgées dans la période de péri-institutionnalisation. Beaucoup avant, un peu après. Les chiffres sont dans les annexes de l'avis auquel je fais référence, mais ils sont impressionnants. Nous sommes les champions, si je peux dire cela, le mot est mal choisi, du suicide des personnes âgées en Europe, avec un pic de suicide autour des décisions d'institutionnalisation. Et encore, nous repérons bien les suicides avant, mais nous n'assimilons pas comme des suicides les personnes qui se laissent mourir une fois qu'elles sont institutionnalisées. Et les travaux qui commencent à cet égard semblent extrêmement importants. Donc nous nous sommes dit, et je dis encore une fois que c'est un exemple de réflexion et surtout pas une norme, parce que alors pour le coup, quelqu'un qui travaille en éthique et qui voudrait édicter des normes serait pris en flagrant délit de contradiction. Mais un des enjeux était de se dire comment penser ou repenser ou adapter un système qui, finalement, conduit à un non-sens au plan éthique. C'est-à-dire qui conduit à contraindre une personne qui n'a pas souhaité se trouver là où elle se trouve, et qui l'a contraint à payer pour cela, et qui l'a contraint, finalement, pour une partie d'entre elles, à souffrir.
entendez bien mon propos, il ne s'agit pas d'une critique des gens qui travaillent dans les EHPAD, il ne s'agit pas d'une critique en règle des EHPAD, il s'agit simplement, parce que parfois ce type de propos prête à interprétation, ce n'est pas sur ce registre-là que nous nous situons. L'idée, effectivement, était de se dire, mais il va falloir que nous réfléchissions, et nous avons eu l'occasion d'avoir pas mal d'auditions à ce sujet-là, à réfléchir à une forme de déghettoisation. Le mot de ghetto est peut-être choquant, mais allez voir dans la littérature à quoi correspond le mot de ghetto. C'est rassembler entre elles des personnes, en l'occurrence, qui sont réunies par l'âge avancé et, il faut le reconnaître aujourd'hui, des troubles, une altération de leur autonomie. Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que finalement, ça n'est pas une exclusion qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'il y a un sens qui peut nous dire qu'il y a un sens à cela? En réalité, de plus en plus de sociologues ou d'équipes mixtes qui travaillent sur ces questions-là nous montrent combien les dynamiques intergénérationnelles pourraient avoir une dimension contributive à un sens qui serait redonné aux personnes, à la vie des personnes âgées. Donc il nous faut penser des alternatives à l'EHPAD tel qu'il est conçu aujourd'hui, de la même manière qu'il est nécessaire de penser des alternatives au maintien à domicile, à moins d'être dans une espèce de naïveté. On sait bien que le maintien à domicile est rarement possible lorsqu'on perd son indépendance, quoique les travaux que certains d'entre nous menons aujourd'hui dans le champ de la domotique, de la silver economy, autour des appartements connectés, etc. Mais enfin, attention de ne pas confondre la fin et les moyens, quoi, hein. Ce ne sont que des outils. Et on voit bien qu'il faut utiliser ces outils, mais les maintenir comme des outils. On pourrait imaginer que les EHPAD changent d'organisation. On pourrait imaginer une organisation territoriale, puisque c'est le mot clé, à mon sens, des réformes actuelles du système de santé. Hein. On pourrait imaginer des places d'EHPAD hors les murs des EHPAD. On pourrait imaginer des nouvelles formes de solidarité à penser pour développer l'intergénération. Je viens de faire l'expérience avec des étudiants en médecine qui cherchaient à gagner un peu d'argent, de rendre possible le fait qu'ils fassent des nuits, si je peux dire comme ça, auprès de personnes qui restaient chez elles et qui sont atteintes de troubles cognitifs. C'est une rencontre qui est assez intéressante. Hein. On va publier cela, mais je trouve qu'il y a là, à mon avis, à penser pas mal de choses. Il y aura lieu, si on veut bien y réfléchir, à penser, mais je ne suis pas très novateur en vous tenant ce propos, à penser l'aide aux aidants. Il me semble évident aujourd'hui que nous sommes confrontés, et en particulier dans la fabrication de cet avis, nous avons été confrontés à la question de l'épuisement des aidants, des personnes très âgées en particulier, et en particulier de ces personnes plus tout à fait jeunes, mais pas encore trop âgées, qui sont écartelées entre les petits-enfants et les parents, et qui s'épuisent littéralement jusqu'à des situations de maltraitance qui nous ont été rapportées et que vous connaissez également. Ce qui m'amène à dire, et ce que nous avons proposé au sein de cet avis, que ça n'est pas simplement l'organisation du système de santé qu'il faut repenser, c'est l'organisation également de la formation des acteurs qui contribuent à la vie de ce système de santé. On le disait tout à l'heure, je reste très surpris aujourd'hui de la pauvreté de la place de la construction du questionnement éthique dans la formation des médecins, par exemple. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, reste très choquant, parce que l'avenir, comme je vous le disais, et la performance, on évoquait cette notion, ce terme de performance, une performance de demain de notre système de santé, ou de l'acteur de santé, ça sera de savoir décider de ne pas faire. Mais pour décider de ne pas faire ce que l'on sait faire, il faut avoir appris à construire une réflexion éthique qui montre que parfois faire au seul motif que l'on sait faire peut générer plus de désagréments que ne pas le faire. Et il faut apprendre à travailler collectivement, puisqu'on est très mauvais quand on est tout seul face à la question des limites. Je ne vais pas vous citer les philosophes comme Jürgen Habermas qui ont beaucoup travaillé sur l'éthique de la discussion, mais il est évident qu'il faut que nous valorisions, et quand je dis valoriser, y compris dans une refonte de la tarification, que nous valorisions la réflexion éthique. Ça me semble être quelque chose de très important.
Et puis je vais terminer, parce que je vois que le temps imparti s'arrête, sur une dernière proposition, mais que je soulève et que nous pourrons peut-être discuter d'ailleurs cet après-midi. Nous avons réouvert la question de la nécessité de penser un 5e risque pour accompagner cette réalité que nous cherchons manifestement dans un déni collectif à cacher à nos yeux, qui est celle de notre propre vieillissement et des conséquences corrélatives à ce vieillissement, l'augmentation des situations de dépendance et de perte d'autonomie, qui nécessite, à mon avis, que dans une réflexion solidaire au plan politique, qui nécessite que nous investissions cette question du 5e risque. Voilà, excusez-moi d'avoir été très en survol, mais voici quelques questions qui justifient, de mon point de vue, la décision de la FHF de se doter d'un comité d'éthique, et qui seront autant de pistes, à mon avis, que nous aurons avec mes collègues de ce comité d'éthique à travailler pour que, effectivement, le système de santé de demain ait un véritable soubassement éthique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Aubry. Effectivement, vous interviendrez une deuxième fois dans l'après-midi en regard croisé avec Nicolas Bouzou, économiste. Est-ce qu'il y a, alors vous avez vu le timing est serré, mais on va prendre deux questions pour le professeur Régis Aubry. Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux. Alors, ce n'est pas une question, c'est une citation. J'avais été frappé par le fait que Hassan II, quand il était devenu roi, à propos de la question de la prise en charge des personnes âgées et du reproche qu'il faisait aux pays du Nord de mal accompagner leurs personnes âgées, avait dit « La première maison de retraite qui se construira au Maroc, j'y mettrai le feu ». Voilà. Citation.